Eric Gauthier, Ruiz et Zahir Emery blessés dans un milieu pas très fourni du PSG, quelle solution pour la suite? Que penses-tu de Marquinhos au milieu et pourquoi pas laisser Danilo comme défenseur central alors qu'il est milieu en sélection? Le problème que je vois de mettre Marquinhos au milieu, c'est que tu vas aligner Danilo Skriniar en charnière centrale, ce que j'appelle moi les tracteurs associés. Mais je suis pas certain que contre une attaque aussi vive que celle de Dortmund, ce soit une bonne solution. Peut-être que justement la solution ce serait de mettre Danilo en milieu récupérateur. Voilà. Après, il y aura Ugarte, Vitinha, Kangingli. De toute façon, le PSG doit gagner, donc je pense que Luis Enrique fera une configuration offensive. Et puis voilà. Et puis les blessures, ça arrive à tout le monde. Hein. Je veux dire, Newcastle a fait un bon résultat au Parc des Princes, alors qu'il y avait énormément de blessés. Donc le PSG n'a qu'à en faire de même Qu'est-ce que tu fais, Edison? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Hein? Oh là 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 là. Allez, on continue? On continue, mon chéri. Oui, mon chéri. Oui. Vincent Munier me dit, Rafael Nadal sera présent pour l'Open d'Australie. Est-ce une nouvelle qui te ravit personnellement et sportivement? Penses-tu, j'ai mon propre avis, qu'il a encore une petite fenêtre d'ouverture pour un 15e Roland-Garros? Je pense quand même que à l'âge qu'il a, être absent 1 an, c'est lourd. C'est très très lourd et que c'est extrêmement compliqué de revenir et finalement 5-6 mois plus tard de reprétendre à une victoire à Grand Chelem, surtout que effectivement la concurrence a progressé, que Djokovic est toujours là, et bien là, que Alcaraz, même s'il a connu une fin de saison compliquée, sera là, Rune sera là, Sinner, très dangereux, sera là, Tsitsipas peut être là. Je pense que comme Federer, il revient aussi par amour du jeu et que voilà quoi, et que il faudra profiter de ces derniers matchs avec gourmandise, comme j'ai profité des 4 dernières années de Roger, parce qu'à partir de 36 ans, je regardais chacun de ces matchs comme si c'était le dernier. Johan Melissa. Ah, Melissa. Penses-tu que Donnarumma puisse perdre sa place à l'issue de ses nombreuses boulettes, sachant que son suppléant a fait un gros match et qu'il est plus rassurant au pied? Attention à la culture de l'instant. Il faut se poser, se dire, est-ce que vous pensez sincèrement qu'un club comme le PSG, qui doit jouer un match capital pour sa carrière en Ligue des Champions à Dortmund, puisse se dire, on va mettre un mec de 22 ans qui a fait un match en pro dans le but? Ça me paraît illusoire, surtout que les attaquants de Dortmund sont quand même autrement plus précis que ceux du Havre. Après, ça ne retire rien à l'excellente performance qu'a fait ce jeune garçon, et ça ne retire rien non plus au problème récurrent de Donnarumma, qui effectivement accumule les bourdes. Après, il y a un autre gardien dans ce club qui s'appelle Keylor Navas, qui a visiblement un mal au cervical ou au lombaire là depuis des semaines. On va voir si la suspension de Donnarumma va, comme par miracle, lui permettre de guérir de ses douleurs au dos. Moi, je pense que quand tu as un gardien comme Navas dans ton club, tu dois pouvoir instaurer une concurrence plus féroce que ce qu'il y a au PSG. Ben Le Sport, que penses-tu du tirage au sort de l'Euro pour l'équipe de France? Qui craint parmi les barragistes possibles pour la 4e place dans ce groupe? Alors je me suis fait un peu engueuler parce que j'ai dit que la France et Angleterre étaient favoris de l'Euro, mais bon, visiblement, si on m'engueule parce que j'ai dit ça, il faut engueuler beaucoup de monde, parce que tout le monde le pense, ce que je dis. Voilà,
L'Autriche, c'est quand même très inférieur à l'équipe de France. Les Pays-Bas, j'ai pas rêvé, on vient de les taper 2 fois en match de groupe. Et puis le barragiste, quel qu'il soit, ça reste quand même très... tout ça reste totalement dans les cordes d'une équipe de France qui évoluera, sans évoluer à un niveau exceptionnel, évoluera à un bon niveau. Donc voilà quoi. Vincent Munier, j'ai regardé le match Napoli-Inter, 3-0 pour les Nerazzurri. Cette équipe de l'Inter m'enthousiasme, elle est belle à voir jouer. Comme tu le sais, elle joue en 3-5-2. Peux-tu nous expliquer les avantages de ce système, sachant qu'on le présente souvent comme un schéma très défensif, voire frileux? Le 3-5-2, il est grandement dépendant de la personnalité des joueurs qui jouent en piston sur les côtés. Alors soit ce sont des vrais pistons droits et pistons gauche, et dans ce cas-là ça peut être effectivement une formule extrêmement offensive. Je pense par exemple que le PSG pourrait, si le PSG jouait avec Hakimi et Nuno Mendes en piston sur les côtés, ce serait, et 3 arrières centraux, ce serait une solution extrêmement offensive. Après, si tu joues avec des latéraux purs, en fait, tu joues à 5 derrière. Faut arrêter de se foutre du monde. Moi, je préfère les défenses à 4 et moi, je suis un grand adepte du 4-4-2 ou du 4-2-3-1, qui est un peu la même chose, puisque la pointe offensive du milieu peut être un deuxième attaquant. Mais voilà, effectivement, il y a des équipes qui ont les joueurs, et c'est le cas de l'Inter, qui ont les joueurs pour être performants dans ce système. Gaëtan Petit me dit une petite touche nostalgique avec le départ de Claude Le Millénaire. Je me souviens surtout de lui à Laval. Le connaissais-tu et comment le considérais-tu? Je l'aimais beaucoup. Moi, je l'ai pas connu à Laval parce que je pense que j'étais même pas journaliste quand il était entraîneur de Laval. Je l'ai connu quand il était entraîneur de Rennes, et c'était quelqu'un d'extrêmement aimable, qui avait évidemment, il était déjà assez âgé à l'époque, beaucoup de recul sur les choses du football, mais en même temps une vraie vision, une belle vision, comme je les aime, presque poétique, presque romantique du jeu, et j'avais beaucoup de plaisir à échanger sur le football avec lui, et voilà, ça m'a mis un petit coup, même si partir à 92 ans, ça reste quand même maintenant un bel âge. J'aurais aimé que ma mère meure à 92 ans, ça lui aurait donné 7 ans de vie de plus, ma pauvre. Nemo Géo me dit je trouve que cette nouvelle mode des gardiens jouant de plus en plus au pied et par conséquent de se mettre régulièrement en danger et mettent également leurs défenseurs en situation critique. Que vaut un dribble de gardien face à la technique d'un attaquant? Dernièrement, Donnarumma, on a tous en mémoire les bourdes de Lloris et bien d'autres. Peux-tu me dire d'où vient cette nouvelle pratique et quels sont les avantages par rapport au risque? Déjà, c'est un changement de règle qui a conduit à ce phénomène, parce que à partir du moment où on a supprimé la passe en retrait, il fallait bien que les gardiens, lorsqu'on leur mette la balle, jouent au pied. Il y a des gardiens qui font avec, il y a des gardiens qui sont extrêmement à l'aise avec le pied et qui peuvent même presque être premiers relanceurs, comme Tenas l'a été sur le but de Mbappé au Havre. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, dans la panoplie d'un gardien, c'est très important d'avoir un bon jeu au pied, sachant qu'un gardien qui sera extraordinaire sur sa ligne et qui arrêtera tous les tirs sera toujours préféré qu'un gardien qui a un bon jeu au pied. Voilà, c'était copieux, hein. Ouh là là, copieux. Écoutez, le pouce, on s'abonne et on se retrouve mercredi soir pour l'Olympico. Bonne semaine, mes petits amis.